Je l'ai souvent dit sur la chaîne, et ça paraît sans doute évident pour beaucoup d'entre vous, mais le cinéma d'horreur aime corrompre des concepts positifs associés à la pureté ou l'innocence pour les rendre dangereux, menaçants et surtout effrayants. Il n'y a qu'à voir tous les clowns, poupées, bonnes sœurs, animaux mignons, Père Noël ou mascottes pour bambins qui se transforment en démons assoiffés de sang ou en tueurs maniaques dès que le cinéma d'horreur s'intéresse à eux. Et bien sûr, et vous me voyez venir, les enfants ne sont pas épargnés par ce festival du mauvais goût. Nous pouvons même aller plus loin en disant qu'ils sont très fréquemment détournés de leur innocence habituelle par le cinéma d'horreur pour en faire d'authentiques machines à tuer, de véritables cauchemars ambulants. Et en général, ça fonctionne plutôt bien. J'ai souvent lu dans les commentaires sous mes vidéos ou même entendu de vive voix des témoignages de spectateurs marqués à vie par des visions de gamins maléfiques. Ça montre qu'ils sont un minimum efficaces. Et notre personnage du jour est l'un des plus parfaits représentants de cet archétype d'antagoniste. Et ça tombe bien, car un nouveau film le mettant en scène vient tout juste de sortir et est actuellement à l'affiche, ce qui nous donne donc un parfait timing pour revenir sur ces aventures pour le moins malsaines. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Esther. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Esther Coleman, de son vrai nom Lina Klammer, est en réalité une femme adulte de 33 ans, mais ressemble à s'y méprendre à une enfant d'environ 10 ans, à cause de son hypopituitarisme, un syndrome à l'origine, entre autres, d'un nanisme proportionné chez elle. Elle a donc l'apparence d'une petite fille, apparence qu'elle cultive largement avec ses petites couettes ou ses vêtements de petite princesse, pour le moins démodés qui lui font ressembler à une poupée d'un autre âge. Pour achever de compléter l'illusion, elle porte de fausses dents blanches de petite fille pour cacher les siennes, et porte également des bandeaux autour du cou et des poignets pour cacher des cicatrices qui pourraient trahir sa nature et son identité. Tout cela lui donne une drôle d'allure qu'elle prolonge avec des manières extrêmement soutenues, une politesse exagérée et des airs faussement mignons et bienveillants. Et elle est donc l'antagoniste principale de la saga Orphan, ou Esther chez nous, qui commence dès 2009 avec le film du même nom, réalisé par Raume Colette Serra, avant de se poursuivre avec le prequel Orphan First Kill, ou Esther 2, Les Origines, de William Brent Bell, et qui vient juste de débarquer sur nos écrans. Dans les deux longs métrages, Esther est interprétée par la comédienne Isabelle Fuhrman, qui avait moins de 12 ans lors du tournage du premier film et qui pouvait donc sans problème assumer le rôle d'une enfant, vu qu'elle en était encore une à l'époque. Par contre, pour le prequel, elle a bien sûr vieilli, et même si ça se voit un petit peu, un maquillage particulier et des prises de vue en perspective forcée, ainsi que des enfants acteurs en guise de doublure font illusion et permettent à Isabelle Fuhrman d'incarner une nouvelle fois Esther. Pour en finir avec cette introduction au personnage, sachez que Esther est librement inspirée d'un fait divers pour le moins sordide. Une femme tchèque de 33 ans, soit l'âge de Esther nommée Barbora Shklova, se serait fait passer pour une fille de 13 ans pour se faire adopter et commettre divers crimes. Aussi, en 2010, un couple américain adoptera une petite Ukrainienne qui essaiera de les tuer quelques mois plus tard. Il s'avérera qu'elle avait en réalité 22 ans. Comme quoi, la fiction est parfois plus proche de la réalité qu'on ne le pense. Puis, vous savez ce qui est réel également ? La censure. On en avait parlé à l'occasion de la vidéo sur Billy Tang et de la censure en Chine au cinéma. Eh bien, j'ai réfléchi et j'arrive avec une solution. Et oui, mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Il s'agit d'un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. Il protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP et vous permet d'utiliser des réseaux publics, par exemple, en toute tranquillité. NordVPN vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et ça n'a pas de prix. Mais NordVPN vous donne également tout un tas d'autres pouvoirs supplémentaires. Et ouais. Par exemple, si vous êtes à tout hasard en Chine et que vous voulez regarder un film qui a été interdit par la Chine, ce qui est très rare car ce n'est pas du tout dans les habitudes de ce pays, vous pourrez utiliser NordVPN pour vous géolocaliser dans n'importe quel pays où ce film n'est pas interdit, et miracle, c'est comme si vous y étiez réellement. Et en plus, vous esquiverez les chances d'être envoyé dans un camp de travail horrible. Comment ça, cliché ?
De plus, comme NordVPN chiffre absolument toute votre activité en ligne, votre fournisseur internet ne peut pas ralentir votre connexion. La bande passante ne souffrira donc plus d'aucune limite, ce qui vous permettra d'accéder à la meilleure vitesse de streaming possible. Cela vous permettra également, par exemple, de toujours acheter vos billets d'avion au meilleur des prix, genre pour visiter la Chine. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai évidemment une offre exceptionnelle à vous proposer. Rendez-vous sur nordvpn.com/asdin pour avoir accès à un abonnement à prix exceptionnel de 2 ans, avec en plus 4 mois gratuits en bonus. Et en plus, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé. Comme ça, vous pourrez changer d'avis à tout moment. Même si nous savons tous que ça n'arrivera pas. Cette offre est limitée dans le temps, alors foncez, les liens sont dans la description, ne laissez pas passer cette excellente opportunité. Maintenant que vous êtes armés pour combattre la censure, revenons à Esther et à son histoire mouvementée. Esther s'appelle donc Lina Klammer et est une adulte estonienne de 33 ans enfermée dans un corps d'enfant. Mais c'est également une tueuse en série et une psychopathe qui s'est retrouvée internée après avoir tué 7 personnes à l'Institut Saarne, un hôpital psychiatrique où elle se montra d'une rare violence avec le personnel. C'est de leurs affrontements et du fait qu'on a souvent dû l'attacher pour éviter de prendre des coups que proviennent ces nombreuses cicatrices qu'elle s'évertue tant à cacher. Mais elle avait soif de liberté et un jour, elle profita de la naïveté d'un garde et de la présence d'une thérapeute artistique pour s'enfuir et se retrouver à Moscou, en Russie, non sans avoir assassiné ses 2 complices malgré eux au passage. Ensuite, elle fit des recherches sur des disparitions de petites filles américaines et se fit passer pour l'une d'entre elles qui lui ressemblait beaucoup. L'ambassade américaine en Russie appellera alors les parents de l'enfant qui viendront la chercher, pensant retrouver leur petite Esther. C'est à ce moment-là qu'elle adoptera le prénom de Esther et changera donc d'identité. Par la suite, il s'avérera que la famille Albright, qui la prenait pour leur petite fille, cachait elle aussi de sombres secrets. La véritable Esther était en fait morte, tuée accidentellement par son grand frère, un cruel incident que la mère s'était évertuée de dissimuler afin de protéger son fils. Même le père ignorait la vérité. Mais tandis que lui prenait Lina pour sa véritable petite fille, le reste de la famille savait pertinemment que c'était une impostrice, mais profitait de la situation pour éloigner certains soupçons policiers et parce que le père reprenait enfin goût à la vie. Tout cela aura bien sûr de fâcheuses conséquences par la suite, avec entre autres Esther qui tombera amoureuse de son père d'adoption, qui la prend pour sa fille, je vous le rappelle, ce qui provoquera la jalousie et la colère de la mère qui n'hésite pas non plus à menacer de mort et faire chanter Esther. Toute cette histoire se terminera par l'assassinat de tous les membres de la famille et l'incendie de la demeure des Albright, ainsi que par le placement d'Esther dans un orphelinat en attente d'une nouvelle famille d'adoption. Et cela que la famille Coleman, celle du premier film, l'adoptera. Si vous regardez les 2 films l'un à la suite de l'autre, vous constaterez qu'il y a quelques petites incohérences, notamment sur les origines de Esther. La plus grosse, selon moi, est qu'on apprend dans le premier film que c'est une petite fille russe qui a été adoptée par une famille américaine venue la chercher en Russie. Alors que dans le prequel, on apprend que cette famille américaine est venue chercher en Russie leur petite fille qui avait été kidnappée préalablement. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient, puisque Esther se fait passer pour leur petite fille. Comment ça se fait que dans le premier film, on n'avait pas cette information ? C'est une incohérence. Il y a aussi cette histoire d'incendie de la demeure familiale, présentée dans le premier film comme un crime, qui peut être attribué du coup à Esther, alors que dans le prequel, ça m'est plus paru être une sorte d'accident qui est arrivé pendant leur combat. Bon, voilà. Enfin bon, il y a d'autres détails du même genre, mais globalement, si on chipote pas trop, les 2 histoires se rejoignent sans trop de problèmes. Passons plutôt à la personnalité de Esther, ses intentions et son mode opératoire, histoire de mieux comprendre le personnage. On peut estimer que la plupart des troubles de Esther découlent directement de sa situation. Avoir le physique d'une enfant pour une femme adulte, c'est tout de même très particulier. Déjà, elle tente d'en jouer pour atteindre ses différents objectifs. Bah oui, puisque les gens la prennent pour une gamine, ils ne se montrent pas méfiants et baissent leur garde devant tant d'innocence. Car Esther, en experte manipulatrice et avec son intelligence d'adulte, sait jouer les petites filles modèles et est aussi douée pour distribuer les sourires attendrissants et les déclarations craquantes que pour donner des coups de couteau mortels. Son objectif de base, utiliser son aspect enfantin pour se faire recueillir, dépouiller sa famille adoptive et s'enfuir, puis tenter de recommencer son manège ailleurs. Son problème, au bout d'un moment, jouer la petite fille, ça devient difficile pour une femme adulte qui doit rester sur ses gardes 24 heures sur 24 pour éviter d'être démasquée et qui vit littéralement avec les gens qu'elle essaye de tromper et qui sont censés avoir une autorité sur elle en plus. Toujours jouer les fillettes bien sages et polies, obéir aux ordres de ses victimes et devoir taire ses bas instincts est ce qui finit toujours par la perdre. Et on peut en ressortir plus précisément son désir d'être aimé ainsi que ses fantasmes sexuels. Pour Esther, il est forcément très compliqué de trouver un homme adulte qui l'accepterait telle qu'elle est alors qu'elle semble être une enfant de 10 ans, surtout quand cet homme est son père adoptif.
Et bien sûr, dans les deux films, elle finit par s'éprendre de son papa qui la repousse. Et cela provoque évidemment une gigantesque colère en elle, puisque cela lui renvoie son image, une image qu'elle rejette, qui, d'une certaine façon, lui gâche la vie. À ce niveau-là, il est clair que Esther est une victime. Sa condition l'empêche de mener une existence ordinaire, et ça, quoi qu'on en dise, elle n'en est pas responsable. Par contre, elle a beau ressembler à s'y méprendre à une enfant, ce n'est pas une enfant de cœur, loin de là. Esther est colérique, manipulatrice, avare, impitoyable. Elle n'hésite pas à supprimer tous les obstacles qui se tiennent entre elle et son objectif, même si ça signifie briser une famille à tout jamais en montant ses membres les uns contre les autres, ou pire, en les assassinant un par un. Et ce, même si ce sont des enfants sans défense, cela ne lui pose aucun problème de conscience. Elle est aussi jalouse des femmes entre guillemets normales qui peuvent se marier, fonder une famille, avoir des rapports avec des hommes qu'elle convoite et elle se verrait bien leur prendre leur place. Puis, même si elle joue de son image de gamine, elle déteste être traitée comme telle, qu'on lui rappelle sa condition et aime montrer qu'elle est supérieure aux enfants ordinaires, si je puis dire, voire même qu'elle est capable de concurrencer ou de surpasser les adultes dans de nombreux domaines. C'est d'ailleurs une artiste complète qui joue très bien du piano et a un grand talent pour la peinture et prend un malin plaisir à humilier sa mère d'adoption en se montrant meilleure qu'elle ou utiliser ses talents pour se rapprocher de son père adoptif. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux pères, dans les deux films, sont des peintres ou des artistes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Esther en tombe amoureuse puisqu'elle apprécie cet aspect-là de leur personnalité. Mais c'est aussi grâce à cela qu'elle parvient à les impressionner puisqu'elle a un énorme talent, surtout pour une présumée enfant. Et c'est entre autres à cause de cet émerveillement qu'elle pense pouvoir les séduire, ce qui, malheureusement pour elle, échoue à chaque fois. Elle est également très intelligente, en plus d'être perfide, et il ne faut pas la sous-estimer à ce niveau-là. Elle se joue des adultes avec une facilité déconcertante et, au-delà de ses talents de comédienne, lit parfaitement en eux, arrive à les cerner, à comprendre leurs faiblesses et à les utiliser contre eux en temps voulu. C'est pourquoi, pendant qu'elle joue les petites filles modèles, elle observe avec beaucoup d'attention les rapports entre les membres de sa nouvelle famille et écoute toutes leurs conversations dans leurs moindres détails afin de savoir ce qu'ils cachent dans leur placard et utiliser ces informations comme atout. Ce n'est définitivement pas pour rien qu'elle a réussi à s'échapper de son hôpital psychiatrique et à quitter la Russie pour les États-Unis sans un sou en poche et alors qu'elle était recherchée. Malgré tout, c'est une authentique sentimentale qui ne feint pas ce qu'elle ressent lorsqu'elle aime vraiment. Au-delà de sa jalousie pour les femmes, elle chérit ses rares bons souvenirs, en témoignent les photos des hommes qu'elle a tenté de séduire qu'elle garde précieusement, au risque d'être démasquée si sa famille adoptive tombait dessus. Plus évocateur encore, elle garde sur elle une Bible qui vient de l'hôpital psychiatrique où elle était internée, ce qui, à chaque fois, finit par la trahir. Elle ne pouvait pourtant pas s'en séparer. Cela représentait pour ainsi dire toutes ses possessions, et c'est dedans qu'elle cachait ses quelques souvenirs. Cela nous donne finalement l'image d'un être solitaire, isolé, incapable de trouver sa place dans un monde hostile, qui la considère comme une sorte de monstre, ce que plusieurs personnages ne manquent pas de lui dire dans les deux films. Les enfants ont peur d'elle parce qu'ils se doutent bien qu'elle n'est pas comme eux, et lorsque les adultes découvrent sa véritable identité, cela les repousse, les horrifie. On peut quasiment comprendre ses envies de meurtre, et en tout cas, à ce niveau-là, la petite demoiselle n'a rien à envier à ses collègues des autres films d'horreur. Malgré sa petite taille et sa force physique inférieure à celle de la majorité de ses adversaires, elle trouve toujours un moyen de s'en prendre à eux si elle a décidé d'en faire ses victimes. Au départ, quand protéger sa véritable identité est encore important, elle provoque des accidents. Pousser un enfant du haut d'un toboggan, un accident de voiture, un gamin qui tomberait sur une paire de ciseaux, l'incendie d'une cabane, l'étouffement d'un gamin dans sa chambre d'hôpital, des gens qui tomberaient du quai à la gare, etc. Des accidents assez horribles, mais des accidents a priori. Mais au bout d'un moment, quand il faut vraiment s'y coller, elle ne prend plus de pincettes. Armée d'un couteau, d'une barre de fer, d'un flingue s'il le faut, elle ne passe plus par 4 chemins et s'attaque directement à ses victimes et montre alors son vrai visage une bonne fois pour toutes. Elle sait alors utiliser sa petite taille pour se faufiler, se cacher ou fuir un affrontement physique qu'elle ne peut pas remporter, puis prendre sa victime à revers et l'attaquer par derrière, une position dans laquelle elle a nettement plus de chance. En plus de cela, grâce à son apparence de petite fille, elle est difficile à affronter. Difficile d'appeler à l'aide, que ce soit à la police ou des services sociaux quand l'accusé est votre propre petite fille. De plus, son intelligence lui permet d'en jouer, et quand ses victimes essayent de chercher de l'aide, cela finit souvent par se retourner contre elles, et elles sont alors elles-mêmes accusées de paranoïa ou même de mal s'occuper de leur enfant, d'être dépassées par la situation. Elle isole donc parfaitement ses proies pour limiter leur marge de manœuvre, en endormant au maximum leur méfiance afin d'être constamment sous-estimée. Menaces et chantage sont également des armes qu'elle emploie fréquemment, particulièrement face aux enfants qui se méfient d'elle ou découvrent son identité
autorité afin de garder au maximum le contrôle de la situation, jusqu'à ce que celle-ci déborde et qu'elle soit obligée de passer à l'acte, ce qui, comme nous l'avons vu, ne lui déplaît pas foncièrement. Ainsi, en 2 films, elle fait 8 victimes, qu'on peut voir à l'écran, sans compter celles qui sont mentionnées et qui font porter son total à au moins 15, ce qui est franchement pas mal pour une si petite personne, et ce même si elle finira par en payer les conséquences. Sa petite taille et ses airs enfantins lui font un petit peu ressembler à Chucky, dans un style plus sobre et moins cartoonesque. Mais surtout, le premier film jouait beaucoup, à l'époque, sur le fait que c'était une véritable enfant tueuse, comme c'était le cas dans beaucoup de films d'horreur. Sa véritable identité est en réalité un authentique twist. Le film a bien joué avec les codes de l'enfant tueur au cinéma. Pour notre plus grand plaisir. On l'a rapidement vu en début de vidéo, mais les enfants antagonistes dans le cinéma d'horreur sont assez nombreux. Et au-delà du concept de corruption de l'innocence que vous commencez à connaître, avec l'idée de rendre effrayant un personnage innocent et inoffensif à la base, la particularité d'Esther est qu'au milieu du premier film, on se rend compte que c'est une adulte. Et c'est là que le malsain fait vraiment son entrée en jeu. Rendez-vous compte, depuis tout ce temps, l'enfant mignon que vous avez accueilli chez vous, qui joue avec vos autres bambins sans défense, qui dort parfois dans votre lit, qui passe du temps avec votre conjoint, conjointe, qui fait parfois de grosses bêtises sans que vous n'y voyez autre chose que des accidents ou des conneries enfantines, est en réalité un adulte, et un dangereux meurtrier qui plus est. Un peu comme pour Chucky, il y a cette idée d'inviter le loup dans la bergerie. Alors que la maman, le personnage principal, pensait avoir affaire à un enfant troublé, elle se rend alors compte que non, c'est une adulte, une criminelle, qui vit sous son propre toit et à qui elle a, en quelque sorte, donné les clés de chez elle. C'est d'autant plus horrible. Mais en plus, le personnage de Esther vient plus ou moins cristalliser les problèmes que sa famille d'adoption connaissait déjà avant son arrivée. Comme nous l'avons vu, Esther est observatrice, constate les tensions qui peuvent exister dans son foyer, les différents tracas rencontrés par la famille et va en profiter, les exacerber, pour tenter d'en tirer des avantages. En ce sens, elle représente parfaitement les tourments de cette famille. Par exemple, dans le premier film, elle va profiter du passé d'alcoolique de Kate, la maman, ainsi que du fait qu'elle ait perdu un enfant lors de son dernier accouchement et de l'infidélité passée de son mari, pour les monter l'un contre l'autre. Mais ces faits-là, ces événements, existaient bel et bien avant elle, elle en a juste profité. Esther est l'élément extérieur qui vient appuyer sur des problèmes que le couple et la famille connaissaient déjà. Pareil dans le second film. Le complot organisé par Tricia, la maman, et Gunnar, le fils adolescent, est très grave. C'est même un crime. Mais Esther n'a rien à voir avec ça. Elle se retrouve en plein milieu, un petit peu malgré elle. Elle vient également, comme pour le premier film, appuyer sur les problèmes de couple qui existaient entre ses parents adoptifs. Mieux encore, si l'on exclut la condition de Esther et ses intentions criminelles, on croirait presque que ces films racontent des histoires de rivalité amoureuse entre les mamans et Esther qui convoitent leur mari. Sa tendance à profiter de leurs problèmes de couple pour tenter de les séduire va bien entendu exacerber cette impression et provoquer la réaction des épouses qui vont tenter de sauver leur famille et leur couple. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que Esther, en tentant de briser une famille pour servir ses intérêts, remplit, malgré sa condition de femme enfant, le même rôle que la tentatrice qui manipulerait une famille entière pour tenter de séduire le père, sans se soucier des conséquences dramatiques de ses actes. Comme dans ces thrillers dans lesquels la femme vient défendre son territoire, en quelque sorte, après avoir été éloignée de son mari par l'intruse qui jalouse son couple. Mais il y a bien d'autres éléments intéressants mis en lumière dans les films Esther. Pour moi, l'une des thématiques les plus poussées dans ces films, volontairement ou non, est la pression mentale et morale mise sur les mamans. Nous avons à chaque fois des personnages qui sont au four et au moulin, qui sont les plus investis dans l'éducation des enfants, mais surtout qui ont toujours le mauvais rôle. Esther en profite bien, en venant peindre avec ses pères adoptifs, en passant du bon temps avec eux, en se faisant passer pour la petite fille modèle durant ces moments où ils partagent leur passion commune pour l'art et la peinture. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça que ce sont les mamans qui découvrent le poteau rose, alors que les pères se font berner à 100% par le jeu d'actrice de Esther. Les mamans s'occupent du foyer, des repas, des tâches ménagères et donc aussi des enfants. Non pas que les pères abandonnent leurs gamins dans ces films, mais ils sont impliqués différemment, de façon plus légère, surtout lors des activités ludiques, dirais-je. Pire encore avec le personnage de Tricia, la mère adoptive durant le prequel, qui, en plus, est celle qui travaille, qui gère le budget de la famille, alors qu'elle est aussi celle qui s'occupe du reste, tandis que son mari, dépressif depuis la disparition de leur fille, a perdu goût à la vie et n'est plus très actif. Il ne se rend même pas compte de la conspiration menée par sa femme et son fils sous son propre toit, ne les soupçonne même pas, et même si ça peut être compréhensible en soi, ça prouve bien la différence d'implication. Esther vient donc mettre en lumière cette différence d'implication qui, on ne va pas se mentir, est largement répandue à travers le monde. L'image de la mère au foyer, de la femme qui doit s'occuper des enfants et des tâches ménagères, est tout de même un cliché des plus persistants. Et les films ont pour eux de ne pas non plus exagérer en ce sens, en proposant des situations qui ne sont pas trop extrêmes ou stéréotypées.
Esther représente donc au moins une partie des problèmes familiaux beaucoup plus répandus et banaux qu'une psychopathe meurtrière à l'allure de gamine qui se fait volontairement adopter par une famille pour mener ses projets à bien. Elle est la manifestation de problèmes courants, quotidiens, que tous les couples de parents et toutes les familles sont susceptibles de traverser, tôt ou tard. Des fausses couches, des infidélités, des mensonges, de l'alcoolisme, de la délinquance juvénile, des sentiments qui disparaissent, des handicaps, etc. Tous les soucis que l'on peut voir dans les films Esther sont relativement fréquents dans la vraie vie, et comme souvent dans le cinéma d'horreur, l'intrusion du surnaturel, ou du moins de la menace, est également une façon de souligner de véritables problématiques au-delà du divertissement et des ambitions artistiques qu'elle suscite. Elle est également, d'une certaine façon, la représentation de parents qui perdent pied, impuissants face aux agissements d'une enfant qu'ils ne comprennent pas ou plus, et du manque de soutien dont ils disposent dans ce genre de situation. Mais de façon plus premier degré, c'est avant tout un personnage tragique, victime de sa condition, solitaire et livrée à elle-même. Son parcours, elle le doit en grande partie à sa nature peu ordinaire et au regard que la société et que les gens portent sur elle. En effet, quelle place existe-t-il pour une adulte à l'apparence de petite fille dans notre société ? Quel genre de travail peut-elle trouver ? Comment peut-elle entrer dans la vie active avec cette apparence ? Pire encore, comment peut-elle développer des relations saines avec d'autres adultes, que ce soit amicalement ou plus dur encore, amoureusement ? Comme souvent, le cinéma d'horreur met en avant le fait qu'être différent dans nos sociétés modernes est particulièrement difficile à vivre et que cela nous donne parfois des drames. Les films ne se concentrent pas sur l'enfance de Esther ou sur les raisons exactes qui l'ont amenée à devenir ce qu'elle est, mais ce n'est pas difficile de le deviner, au moins partiellement. Et dans le prequel récemment sorti, à plus d'un titre, Esther fait office de victime et prouve qu'elle cherche à trouver sa place, à mener une vie tranquille et à être aimée, être acceptée. C'est pour cette raison qu'elle reste dans cette famille alors qu'elle a failli s'enfuir après les avoir volés. Mais son attirance pour son père adoptif et la perspective d'un foyer l'ont convaincue de prendre le risque de rester alors qu'elle savait que son petit manège finirait forcément par être découvert tôt ou tard. D'une certaine façon, le spectateur est obligé d'avoir de la compassion pour Esther, emprisonnée dans ce corps d'enfant, incapable de mener une existence normale alors qu'elle n'a rien demandé. On a de la sympathie pour elle, autant qu'on la redoute et qu'on redoute ses accès de colère. Et pour toutes ces raisons, elle est devenue réelle. Alors, si une petite fille vous semble agir étrangement, avoir des connaissances trop développées sur des sujets a priori réservés aux adultes, et que des accidents mortels se déroulent en sa présence un petit peu trop souvent, méfiez-vous. Vous pourriez bien vous retrouver avec un couteau planté dans le dos, ou pire encore. Et voilà, c'est déjà la fin de ce bestiaire de l'horreur, et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à checker les liens dans la description, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.